Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité. Vous le savez, chaque semaine, nous recevons un élu d'une ville francilienne pour parler de sa ville et d'un sujet qui nous concerne tous, l'arrivée d'un nouveau réseau de transport automatique, le Grand Paris Express, et du nouveau Grand Paris. Ces nouveaux réseaux de transport auront des répercussions sur chaque commune qu'ils vont traverser. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la ville du Blanc-Mesnil et nous avons le plaisir d'accueillir son maire, Didier Mignot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un pur Blanc-Mesnilois. C'est rare de voir un maire qui est né et qui est élu de sa ville. Vous avez toujours habité au Blanc-Mesnil? Toujours, j'y suis né il y a 51 ans. Et j'y ai toujours vécu, j'y ai grandi, j'y ai fait une partie de mes études, bien sûr. Et puis, vous y avez travaillé également? Non, j'ai travaillé à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Voilà, je suis issu de l'assistance publique hôpitaux de Paris. J'ai donc travaillé une bonne vingtaine d'années à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Alors j'imagine que vous connaissez bien votre ville. Et pour tous ceux qui nous écoutent, il faut nous raconter l'histoire du Blanc-Mesnil. Parce que le Blanc-Mesnil, c'était, il y a 100 ans, encore un tout petit village. Oh oui, c'était un tout petit village. Les Parisiens, ils venaient y respirer le bon air. Et puis, cette histoire, après, s'est structurée autour d'abord du chemin de fer. Et puis, la ville s'est développée essentiellement d'abord autour de ce chemin de fer pour atteindre, je dirais, une phase de croissance exponentielle dans les années 60, comme beaucoup de villes de la banlieue parisienne de l'époque. Et nous avons donc eu une croissance démographique importante durant les 30 Glorieuses, pour aller vite. Mais c'est vrai qu'avant la guerre, et jusque dans les années 50, Blanc-Mesnil était un paisible petit village où, encore une fois, nous avons encore d'ailleurs des fermes. Enfin, nous n'en avons plus aujourd'hui en fonctionnement. Elles sont devenues des centres de loisirs, mais nous avions encore, il y a pas si longtemps que ça, en fait, au regard de l'histoire humaine, des fermes, des vaches. Et nous allions, les Blanc-Mesnilois à l'époque pouvaient encore aller pêcher les écrevisses dans la Morée. Alors, voilà. Une explosion pendant les 30 Glorieuses, énormément de logements collectifs, mais aussi des entreprises qui viennent s'installer, un développement industriel également. Bien sûr, notamment dans la zone de la Molette, où ce développement industriel a connu un essor important, encore une fois dans les années 60 et même un peu avant, hein, dès les années 1920. La zone de la Molette se structure. Il y a au départ des entreprises de construction, de matériaux de construction, et puis ensuite une spécialisation, je dirais, à la fois dans la métallurgie et, je ne sais pas si c'est paradoxal, dans l'agroalimentaire. Donc nous avions des grandes entreprises comme les Cafés Le Gall, les Pains du Roi, ce qui fait que moi j'avais la chance d'habiter la cité Jean-Pierre Timbaud, et le matin, à l'heure du petit déjeuner, on sentait à la fois le café et le pain grillé, ce qui était, ma foi, très agréable. Très agréable. Malheureusement, ça a disparu également. Il y a eu cette période de désindustrialisation. Il y a aussi dans le développement de la ville l'arrivée des autoroutes, la A1, A3, etc., qui enserrent aussi la ville. Mais quel a été le drame de la ville, la perte des industries? Donc j'imagine que c'est difficile à vivre quand on est Blanc-Mesnilois. Bien sûr, donc il y a eu cette urbanisation très forte qu'on vient d'évoquer dans les années 60. C'est vrai que en 64, je crois, l'autoroute A1 arrive, coupe notre ville, non pas en deux à part égale, mais la partie nord de notre ville. Ça, c'est une première fracture urbaine, qui est une fracture urbaine aussi. À l'époque, j'ai évoqué le chemin de fer, le chemin de fer est aussi une fracture urbaine importante. C'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui la ligne B du RER, anciennement la ligne de train Paris-Soissons, constitue une véritable fracture urbaine entre le nord et le sud de notre territoire. Et puis, dans les années 70, arrive l'autoroute A3, alors qui passe plus aux franges de la ville, mais qui quand même, je dirais, impacte notre territoire assez fortement. Alors à la fois, c'est des éléments de fracture, de rupture, de discontinuité territoriale qui nous handicapent, et puis c'est aussi des éléments de développement, car Blanc-Mesnil, aux confins de l'autoroute A1, A3, la ligne B du RER, est une ville relativement bien desservie, et en tout cas, oui, bien desservie, à la fois en transport routier, ferroviaire, et également en transport en commun. Alors vous avez parlé d'aussi de période de désindustrialisation, la crise des entreprises qui disparaissent, donc j'imagine que pour les élus, c'est un défi de continuer à projeter la ville de demain. Il faut mettre en place de grands projets d'aménagement. Et sur la ville, il y en a eu. Il y a eu plusieurs grands projets. J'en cite quelques-uns. Il y a l'émergence d'un nouveau quartier, le quartier Eiffel. Il y a la reconquête du centre-ville. Vous allez nous en dire plus. Et il y a aussi un projet un petit peu curieux, c'est l'écopôle. Qu'est-ce que cet
Écopole. Quel est ce projet où il y a traitement des eaux, centre de méthanisation? Comment c'est venu? Quelle a été sa genèse? Alors c'est venu avec mon prédécesseur, mais c'est un projet effectivement qui met en synergie. C'est un phénomène assez rare. Je crois que peu de projets de cette nature existent même en Europe. C'est-à-dire que ce sont deux grands syndicats, de grandes agences métropolitaines, l'une pour l'assainissement et l'autre pour le traitement des ordures ménagères, qui se sont unis, donc le SIAP et le SICTOM, qui se sont unis pour travailler en synergie avec une prise de responsabilité en matière d'assainissement des eaux usées. Je crois que nous allons assainir les eaux d'un bassin de 7 villes, je crois, de la région. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nos eaux blanc-manilloises sont épurées à HR. Donc c'est une prise de responsabilité en matière d'assainissement des eaux usées et également une prise de responsabilité par le SICTOM et le SIAP en matière de traitement des ordures ménagères, notamment par le traitement des biodéchets. Et la singularité de ce projet, c'est que les usines du SIAP et du SICTOM donc, fonctionnent en synergie puisque les boues issues de l'épuration des eaux usées seront traitées également par un procédé de méthanisation avec les biodéchets dans l'usine tout à côté du SICTOM. Tout cela étant relié, y compris par le rail, quelques centaines de mètres. On pourrait peut-être évoquer le projet du SICTOM. Comment est né ce projet? Puisque il faut de l'espace. Il y a plein de contraintes et puis il faut une volonté politique aussi. Tout à fait. Les élus de la ville ont voulu le développer, l'ont poussé. On est dans une démarche de développement durable. Tout à fait, tout à fait. Nous cherchons justement l'exemplarité dans le domaine. Donc, le SIAP et le SICTOM pour trouver des alternatives à l'incinération et à l'enfouissement, cherchaient des territoires susceptibles d'accueillir ce type de projet. Blanc-Ménil a levé la main, si je puis dire, pour dire présent, nous répondons présent à cette prise de responsabilité. C'est important de le dire parce que c'est un projet, encore une fois, assez singulier, qui nécessite une véritable volonté politique de répondre aux enjeux du XXIe siècle. On ne peut pas toujours, je dirais, verser des larmes de crocodile sur le réchauffement climatique, sur le développement durable en règle générale et ne pas prendre ses responsabilités. Je crois que, par conséquent, ce qui marque ce choix politique, c'est la prise de responsabilité, c'est de cesser d'enfouir nos déchets à clé souillie, c'est de trouver des alternatives le plus possible à l'incinération. Voilà, c'est une prise de responsabilité. Et aujourd'hui, on en est où? Il y a une partie qui a été réalisée. Qu'est-ce qu'il reste encore à faire? L'usine du SIAP va ouvrir en fin d'année, donc le traitement des eaux usées. Donc c'est l'Amoré, dont j'évoquais tout à l'heure les écrevisses, qui va ressortir après cette station d'épuration en qualité eau de baignade. Je ne sais pas si on s'y baignera, mais en tout cas, évidemment, ce sera une nette amélioration. C'est aujourd'hui un égout. Et puis, pour le projet du SICTOM et du SIAP sur l'usine de méthanisation, nous en sommes encore d'abord au débat public, à la concertation. Parce que quand on dit méthanisation, c'est un mot qui fait peur, j'imagine. C'est un mot qui fait peur, bien sûr. Il y a polémique, il y a une polémique. Il y a en tout cas des interrogations qui, me semble-t-il, sont légitimes. Donc il faut qu'on traite ces interrogations, il faut que les citoyens, les citoyennes s'emparent de cette question qui, encore une fois, répond aux grands enjeux à venir du siècle qui s'ouvre aujourd'hui, et en même temps, encore une fois, travailler cette prise de responsabilité. Donc il y a des questions légitimes sur les nuisances, les dangers potentiels d'un tel équipement. Moi, je m'attache effectivement à mener un débat citoyen extrêmement fourni pour répondre à toutes les inquiétudes. Des enjeux en matière de développement durable, est-ce qu'il y a aussi des enjeux économiques? Ça va permettre de créer des emplois, quelques-uns? Bien sûr, une centaine d'emplois. Et par-delà ces deux aspects, développement durable, il y a une dimension attractivité du territoire. Donc, si on veut, je crois que ce qui va faire l'attractivité d'un territoire, ce qui va faire la modernité d'un territoire, c'est encore une fois cette prise de responsabilité, c'est aussi faire en sorte que Blanc-Ménil soit exemplaire. Donc il y a une dimension également pédagogique. C'est-à-dire que nous avons aussi au projet de cette écopole, qui se trouve aux confins des territoires de Blanc-Ménil et d'Aulnay-sous-Bois, la volonté d'y créer, alors je vais l'appeler comme ça aujourd'hui, je ne sais pas si ce sera l'appellation définitive, une maison de l'environnement, qui permettra aussi des parcours pédagogiques sur le développement durable en général. Mais développer l'attractivité, c'est aussi réaménager, requalifier son centre-ville. Et il y a un grand projet qui est mené depuis déjà pas mal de temps et qui va durer encore longtemps sur le centre-ville. Alors, oui, ça s'achève quand même. Nous sommes plutôt dans la phase terminale du projet, mais c'est vrai que c'est le temps de l'aménagement urbain, c'est un temps long toujours. Les premières réunions, les premiers débats, les premières idées, ça date des années 90. Donc
25 ans en fait de travail pour effectivement se doter d'un cœur de ville digne d'une ville de 52 000 habitants, qui a une autre vocation, en tout cas c'est ce que je porte, à être une ville dortoir, comme on nous appelait des fois trop souvent. Donc c'est un vrai cœur de ville qui s'achèvera en grande partie à la fin de l'année 2013, avec l'arrivée de notre cinéma municipal que nous réintégrons au cœur de ville, une résidence étudiante de 120 chambres. On vient d'y installer un commerce d'une grande marque de surgelés. Un projet d'aménagement d'un côté, mais aussi de création de services, de logements spécifiques Bien sûr, pour amener des activités nouvelles. Création de nombreux logements, à la fois en accession à la propriété, mais également de logements sociaux. Donc nous travaillons une mixité sociale, y compris dans ce cœur de ville, avec une prédominance, je dois le dire, de l'accession à la propriété, pour permettre aux Blancs-Ménillois et aux Blancs-Ménilloises d'avoir un parcours résidentiel, comme on l'appelle, et donc ne pas quitter leur ville, tout en pouvant accéder à la propriété dans ce cœur de ville. Voilà, donc aujourd'hui, on est dans cette phase un peu terminale. Je dois dire que parce que c'est une information que je viens d'avoir, que la gare de triage du Bourget et le transport de matières dangereuses seraient susceptibles aujourd'hui de pénaliser un peu le développement et l'urbanisation de notre cœur de ville. Donc c'est un sujet qui me soucie aujourd'hui particulièrement et sur lequel je serai très vigilant dans les heures et les jours à venir. Voilà, je tenais à le dire. Comment ça se passe quand on apprend ce genre de nouvelles? Ça pose problème? Qu'allez-vous essayer de faire? Vous allez sensibiliser qui? D'abord, j'attends une notification officielle de choses. Donc, il est un peu prématuré de m'exprimer sur ce sujet. Je sais que des choses vont arriver. Mais en même temps, je souhaite d'abord prendre le temps de l'analyse avant de prendre des mesures dont je ne sais pas encore ce qu'elles pourraient être. Mais en tout cas, associer les citoyens, c'est sûr, les citoyennes, à cette prise de conscience et de responsabilité au cas où des choses viendraient à survenir sur cette question. Voilà, pour l'instant, je préfère en rester là, mais c'est vrai que s'il devait y avoir un réel frein à l'urbanisation de notre cœur de ville du fait de cette proximité de la gare de triage du Bourget, il est clair que nous aurons des mesures à prendre, et notamment à demander que les matières dangereuses ne transitent plus par cette gare de triage. Ce sera un élément du débat. Autre grand projet, c'est un nouveau quartier Eiffel, qui est un projet de requalification d'une ancienne friche industrielle. C'est une grande mutation. C'est la zone de la Molette que j'évoquais tout à l'heure, donc avec la désindustrialisation des années 70. Donc nous sommes effectivement au cœur d'une friche, pour aller vite, une friche industrielle, même si encore des activités existent sur ce site. Nous sommes sur un territoire de 55 hectares, mitoyen de la ville du Bourget, où nous avons tout à bâtir. C'est vrai que nous avons, je dirais, posé les premières pierres de cette réhabilitation urbaine lourde avec l'ouverture du centre commercial plein air, la construction d'un 5e collège dans notre ville. Nous avons aussi, je livrerai vendredi, 76 logements sociaux sur cette partie du territoire. Nous sommes en attente de financement par l'Agence régionale de santé d'un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Donc tout ça constitue, je dirais, la première pierre, le premier îlot de la régénération urbaine d'un quartier. Mais comment on travaille sur la régénération d'un quartier? Comment un élu travaille avec les urbanistes? Oui, bien sûr. C'est compliqué, c'est un temps, racontez-nous. De toute façon, d'abord c'est passionnant. Je crois que ça nous sort aussi du quotidien, parce que maire, c'est être présent 24 heures sur 24, à répondre aux préoccupations des habitants, mais c'est, je crois, aussi se permettre de se projeter dans l'avenir. C'est très important parce que c'est là qu'on vraiment dessine un peu l'avenir de notre territoire. Donc c'est très complexe. C'est beaucoup d'études à faire, à défaire. Quand on est devant une feuille blanche, c'est toujours un peu plus compliqué d'imaginer les choses. Donc nous faisons appel bien évidemment à des urbanistes. Nous travaillons avec 3 grands cabinets d'urbanistes, architectes, qui d'ailleurs sont eux-mêmes membres de l'atelier du Grand Paris, donc qui nous aident à structurer nos réflexions sur ce sujet. Nous travaillons en collaboration avec les villes voisines aussi, parce que je crois qu'il faut que nous puissions travailler en complémentarité pour ne pas, je dirais, se marcher les uns sur les autres et essayer de travailler un schéma de territoire qui réponde aux enjeux du développement.
Et surtout, je crois aussi, en ayant toujours à l'esprit les habitants et les habitantes. J'ai une formule, puisqu'on va revenir peut-être sur le Grand Paris, mais il ne faudrait pas que ces aménagements urbains signifient pour les habitants du Blanc-Ménil, ils aménagent, on déménage. Donc je crois qu'il faut que, effectivement, les aménagements urbains que nous imaginons aujourd'hui puissent permettre aux habitants et aux habitantes d'améliorer leur vie quotidienne, mais surtout qu'ils puissent rester ici. Et justement, ce quartier sera desservi par une des nouvelles stations du fameux Grand Paris Express. Donc c'est un formidable potentiel, justement. Que pensez-vous de ce Grand Paris Express qui finalement voit le jour aujourd'hui? Oui. Bon, les annonces du Premier ministre ont rassuré un peu tout le monde sur ce sujet, même si les délais ont pris un petit peu de retard. Mais l'important, c'est que ces choix sont confirmés. Moi, je m'en réjouis particulièrement, puisque au tout départ, quand Christian Blanc, alors ministre du Grand Paris, est venu me voir, une gare se promenait entre la gare du Bourget et la cité Germain-Dorel au Blanc-Ménil. Aujourd'hui, nous avons 4 gares sur le territoire. Donc ce projet a considérablement évolué. Je m'en réjouis, nous nous sommes battus beaucoup pour ça. Blanc-Ménil va avoir 2 gares, parce qu'en fait, la gare du Bourget aéroport est sur le territoire du Blanc-Ménil, et puis la gare Parc, comme nous l'appelons. Alors comment on s'est battu, comment vous êtes battu pour avoir cette 2e gare? Les habitants, les gens. Parce que au départ, ce projet qui contenait du Grand Paris, il y avait 10 gares qui se promenaient un petit peu, et puis on parlait d'interstices, sauf que les interstices, c'était nous. Nous sommes situés entre 2 grands territoires de développement économique, Roissy Aéroport, bien évidemment, pleine commune, donc le grand stade, Stade de France, Saint-Denis, et si on va un peu plus loin, la Défense. Et nous allions avoir des transports qui allaient desservir des grands pôles d'activité économique, ce que je comprends bien évidemment, mais qui, entre guillemets, allaient nous passer sous les pieds sans desservir les populations. Or, aujourd'hui, je crois que c'est le cas à Blanc-Ménil, mais c'est le cas aussi à Aulnay-sous-Bois, à Sevran, à Tremblay ou à Clichy-Montfermeil. Cette ligne rouge, comme on l'appelait, puisque c'est la couleur du réseau, allait desservir le grand ensemble, enfin, allait traverser le grand ensemble des Tilleuls, les 3000 logements Aulnay-sous-Bois, les Bodottes à Sevran, les Bosquets à Clichy-Montfermeil, sans nécessairement s'arrêter aux Tilleuls, au Blanc-Ménil. Donc le premier des arguments que j'ai utilisé, c'est regardez bien les événements de novembre 2005, regardez bien où les révoltes urbaines ont eu lieu, désenclavons ces quartiers. Et il ne serait pas concevable que les populations de ces grands ensembles et de ces villes voient le développement leur passer sous le nez. Voilà. Pour vous, la ville passe énormément par le transport et les facilités de transport. Je sais qu'en ce moment, vous avez d'énormes soucis avec le RER B. Oui. Ça fait partie intégrante de votre mission d'élu. Vous avez porté plainte. Racontez-nous. Vous avez explosé. Alors moi, je prends pas. C'est les habitants qui explosent. Il faut être honnête, je ne prends pas le RER B tous les jours. Par contre, les Blanc-Ménilois, oui. Et c'est une véritable catastrophe. Je n'ai pas peur des mots. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des retards, des incidents. Je pourrais vraiment décliner ça à l'envi. Donc j'ai décidé à un moment donné, effectivement, ça fait longtemps qu'on se préoccupe de ce sujet, mais de hausser le ton. De dire maintenant ça suffit, ce n'est plus possible. Il y a vraiment trop de souffrance, des gens qui perdent leur travail, des gens qui ratent des examens, des angoisses familiales quand on doit récupérer le gamin à l'école, à la crèche et qu'on est planté dans le RER. Donc ce n'était plus supportable. Donc j'ai dit stop. Et il faut maintenant élever le ton. Je me réjouis d'ailleurs que cette démarche, quelque part, était suivie des faits, puisque le Premier ministre a annoncé 2 milliards d'euros sur la rénovation des RER. Je crois qu'en citant d'ailleurs des mots et des situations que je retrouvais dans les témoignages des nombreux Blanc-Ménilois qui ont répondu à cette démarche. Alors vous avez porté plainte pour discrimination territoriale et rupture d'égalité des usagers devant le service public. Aujourd'hui, dans ce cadre de cette procédure, vous en êtes où? Alors la plainte a été déposée, je continue de l'alimenter, je lance un appel aux Blanc-Ménilois et Blanc-Méniloises, continuez à m'apporter vos témoignages, je continue à l'alimenter par les témoignages des nombreux dysfonctionnements que connaît cette ligne B du RER, et pour l'instant, la procédure juridique suit son cours, c'est au tribunal administratif. J'attends avec impatience la séance du tribunal qui me permettra de défendre les habitants de notre ville. Donc, il faut améliorer ce RER B, mais avec le Grand Paris, 2 gares,
énormément de solutions vont être apportées au Blanc-Ménillois. Mais globalement, pour l'agglomération, quel regard portez-vous sur ce Grand Paris, cette grande métropole? Alors, est-ce qu'il faudra l'appeler métropole de Paris, Paris Métropole, Grand Paris Métropole? Quelle est votre vision des choses? Je crois qu'il faut partir encore une fois des habitantes et des habitants qui vivent sur ce territoire. La vision des choses, je crois qu'on est la métropole francilienne est à la fois une métropole effectivement très riche, mais qui est marquée, et nous sommes bien placés pour en parler, par des inégalités sociales et territoriales fortes. Je crois qu'il ne peut y avoir de développement d'une métropole francilienne, une métropole en général moderne, si on ne répare pas et si on n'améliore pas ces inégalités au regard de ce que vivent les gens aujourd'hui. Donc le premier souci, je crois, c'est si l'on souhaite créer de la richesse, ce qui est un objectif louable en soi, mais si on souhaite vraiment que la société se développe, il faut qu'elle le fasse avec les habitants et les habitantes qui vivent sur ce territoire. Car on a des expériences un peu partout dans le monde, de territoires, de métropoles énormes, où se côtoie le luxe le plus insolent et des richesses, et puis, à côté de ça, des bidonvilles et la plus grande pauvreté. Je crois que si le défi qui est aujourd'hui lancé à la France et à la métropole francilienne, et si on veut réussir ça, il faut d'abord prendre en considération la vie des gens qui vivent sur ce territoire et améliorer les conditions de vie des habitants. Donc, je crois que, et l'exemple du métro, je m'excuse d'être, mais je crois qu'on est avec le Grand Paris Express. Je dirais que c'est l'antithèse de ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays avec les politiques d'austérité qui sont menées. Pour une fois, l'argent public qui va être investi aujourd'hui dans ce réseau de transport est, je crois, d'abord créateur d'emplois. Il va à terme produire des richesses, comme quoi la dépense publique, comme quoi l'argent, quand il est utilisé et investi à des choses utiles, est lui-même, je dirais, un facteur de développement. Donc ça va à l'encontre des politiques d'austérité qui sont menées aujourd'hui dans ce pays, et je crois qu'il faut réhabiliter la dépense publique. Oui, dépensons de l'argent pour des projets qui en valent la peine. Investissons, aménageons. Investissons, aménageons, oui. Je crois que c'est aussi par là que passe le développement. Et donc, quand je parle de développement économique, je ne parle pas juste de rentabilité financière, je parle aussi de développement social et humain. Alors, nous arrivons en fin d'émission. Nous avons 3 questions que nous posons à tous nos élus qui viennent sur ce plateau. Tout d'abord, si vous aviez un projet fou pour votre ville, quel serait-il? Oula, un projet fou... Alors, je viens d'évoquer les fractures urbaines de notre territoire, même si ça ne dépend pas évidemment que de la ville, mais je crois que si on pouvait enterrer, non pas supprimer, mais enterrer, masquer nos autoroutes et les couvrir complètement pour faire de belles trames vertes, ce serait pas mal. Et créer plus de liens avec les communes. Coudre notre territoire, bien évidemment. Voilà, donc voilà, un projet, il peut y en avoir beaucoup d'autres. Enterrer la 1 et la 3. Enterrer la 1 et la 3, mais voilà, mais pas leur fonctionnalité. Deuxième question, quel est le lieu à visiter si on passe au Blanc-Ménil? J'allais dire Blanc-Ménil, mais parce que nous avons un patrimoine architectural avec l'URSA, avec la cité Germain d'Orel, avec le château d'eau qui a été primé en banlieue 89. Donc, nous organisons d'ailleurs un parcours de ville. Peut-être, allez, pour être un peu dans la légèreté, nos vignes. C'est pas banal non plus que... Il y a des vignes Il y a des vignes à Blanc-Ménil, et j'ai d'ailleurs le plaisir de vous remettre une bouteille de vin blanc du Clos Blanc-Ménillois. C'est pas tous les jours que nous offrons ce type de vin blanc. C'est un vin blanc que nous n'avons pas le droit de vendre, je rassure tout le monde, à consommer avec modération bien évidemment. Mais à voir donc les vignes et le parc urbain. Du Blanc-Ménil et le parc urbain. Et dernière question, quel est l'événement à ne pas manquer dans l'année au Blanc-Ménil? Il y en a beaucoup, mais peut-être parce que c'est un événement qui se déroule au parc urbain, qui est le plus grand parc espace vert communal de Seine-Saint-Denis. Mais évidemment, de côté les parcs départementaux. Mais je crois qu'il y a la fête de la ville. La fête de la ville qui se déroulera le 22 juin, je crois, parce que c'est la richesse du tissu associatif, la richesse démocratique avec l'expression des partis politiques qui sont présents sur le territoire. C'est dans le parc urbain et c'est, je crois, la population de Blanc-Ménil qui se rassemble pour passer un moment agréable. Et puis peut-être 2013, les 20 ans de notre forum.
La culture, c'est aussi très important et notre forum, c'est l'équipement culturel. Scène conventionnée, de nombreuses compagnies en résidence sont passées. Voilà, donc peut-être plein d'événements. Les 20 ans du forum et peut-être bien évidemment la fête de la ville. Monsieur Mignot, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Demain la Cité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.demain.fr. À bientôt.